tout décroche, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, et tout part avec moi. Et là, il y a un bloc énorme qui me frôle la tête, un deuxième. Bon, là, à ce moment-là, je me dis bon bah c'est game over, c'est fini, tu vas mourir à 34 ans. Et j'étais un sentiment de tristesse. Alors ça va très très vite, hein, mais je me dis ouais, ça se termine un peu trop tôt. Je dévale sur environ une centaine de mètres, sur donc un ravin, quoi, très très raide. Et puis je finis quand même j'arrive à me retourner, mon sac à dos me freine, je freine avec mes jambes. Alors je m'arrête, j'ai le cœur qui bat à 320 pulsations minutes. J'ai une mare de sang autour de moi. Bon, je sais évidemment que c'est le mien. J'ai la main gauche complètement transpercée. Bon, je constate tout de suite que je me suis aussi cassé le bras gauche. Hein, ça c'était évident. Je me suis recassé le bras droit. Ça, bon, j'avais moins le sentiment puisque il était déjà cassé, donc voilà. Mais je me suis recassé le bras droit, effectivement, un autre endroit du bras dans cette chute-là. Je suis pas en très bon état, globalement, mais je suis vivant. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sylvain Bazin, rédacteur en chef de Wider Magazine, journaliste, auteur de nombreux livres sur la thématique outdoor, adepte de défis et d'aventures en tout genre et pratiquant de trail depuis 1999, Sylvain multiplie les casquettes et les expériences. Il va nous emmener avec lui aujourd'hui sur les sentiers du Great Himalaya Trail, une aventure de plus de 1000 km au cœur d'un Népal intrigant, spectaculaire mais aussi souvent inhospitalier, pour ne pas dire dangereux. Ce projet que Sylvain appréhende peut-être un peu plus qu'à son habitude va prendre une tournure inattendue dont il va rapidement et totalement perdre le contrôle. C'est avec beaucoup de sagesse et de cœur qu'il va partager aujourd'hui avec nous cette bouleversante expérience. Ces jours où la vie a finalement et heureusement décidé de lui donner une seconde chance. Mais je ne vous en dis pas plus. Sylvain va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Péril au Népal. Salut Sylvain, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi, comment ça va ? Salut Guillaume, bah écoute, merci pour l'invitation, ça va bien, les nuits sont un peu courtes avec ma fille cadette qui a 1 mois et demi, mais on tient le coup, c'est un peu comme un ultra de longue durée. Je te vois en visio, t'as fière allure, hein. Écoute, où c'est les cernes sont cachés par tes lunettes, peut-être, je sais pas si c'est... Ouais, bah après, il y a de l'entraînement si tu veux, hein. J'apprends à dormir en fractionné, tout ça, donc ça... Oublie pas de te ravitailler, c'est important. Non, c'est vrai. Sylvain, on enregistre cet épisode le 20 février, qui n'est autre que le jour anniversaire de l'ouverture de l'hôtel Martinez à Cannes, sur lequel je sais que tu as tes habitudes. Ah bah bien sûr, oui, à l'année, donc on n'a pas pu faire l'interview là-bas. Malheureusement, on fait ça en distanciel, mais écoute, la prochaine fois, dans ta suite présidentielle, je serais ravi qu'on puisse organiser ça là-bas. Ça marche. C'est aussi, ça commence mal. C'est aussi l'anniversaire de naissance de nombre de personnalités. C'est un bon cru, le 20 février. Il y a énormément de personnalités célèbres qui sont nés ce jour-là. C'est un peu mon principe d'éphéméride de début d'épisode. Moi, j'ai retenu parmi ces gens-là Claude Miller, qui a réalisé notamment Garde à vue, Mortelle randonnée, un titre un peu malheureux. Effectivement, ouais. Mais pas complètement éloigné du propos de notre échange d'aujourd'hui. Ah non, Carlos, pas du tout. Ah oui, bah, écoute, Carlos, Charles Barkley, le basketteur, je sais pas si tu as suivi un peu le basket. Ouais. Carlos, on parle du chanteur, hein, pas du terroriste. Hein. Enfin, non, pas du terroriste, voilà, absolument. Ouais, le barbu qui boit de l'Oasis. Charles Barkley, donc le basketteur, Kurt Cobain. Je sais pas si t'as écouté Nirvana dans tes plus tendres années, et Rihanna dans un autre registre aussi, fraîchement enceinte. Et ma question pour toi, alors Sylvain, si tu devais passer un dîner d'anniversaire ce soir, le lendemain de l'anniversaire de ta maman, avec une de ces personnalités, est-ce que tu choisirais Claude Miller, Carlos, Charles Barkley, Kurt Cobain ou Rihanna, avec qui tu passerais un bon moment, tu penses ? Oh bah écoute, là j'ai hésité. En même temps qu'on puisse en ressusciter certains d'entre eux. Ouais, alors bah écoute, si peut-être Carlos, hein, il est quand même sympa et tout. Je pense il y a moyen de passer un bon moment. Concours de barbe entre vous deux. Effectivement, ouais, tu vois. Après Claude Miller, ça peut être intéressant quand même, hein, mais ouais, non, écoute,
Ouais, Carlos, hein, plutôt, tu vois, peut-être plutôt que Kurt Cobain. Je sais pas si j'ai tant de choses à lui raconter. Je connais moins, finalement. Ok. Il me semble moins proche, hein. Carlos, ouais, Carlos. Allez. C'est noté. Bon, on pourra pas organiser ça, mais dans Non, l'esprit, on sait que malheureusement, c'est ce qui t'aurait fait le plus plaisir. c'est- Mais tu auras sûrement bien mieux à faire ce soir. Sylvain, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? L'idée étant que tu ne peux pas parler de sport ou tout ce qui touche à l'outdoor, par extension. N'essaye pas de feinter. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de toi? Dans les grandes lignes, on aura le temps de développer un peu après, mais en tout cas, voilà une petite fiche de présentation synthétique de Sylvain écoute, Bazin. ouais, bon, ça va être dur de ne pas parler de sport outdoor puisque c'est quand même pas mal constitutif de ma personne et de mon identité. Mais bon, voilà, moi je suis Sylvain Bazin, j'ai 45 ans. J'ai encore 44 ans, je vais avoir bientôt 45 ans, pardon. Je suis journaliste, je suis rédacteur en chef d'un magazine où on parle de sport outdoor. C'est quand même compliqué de ne pas le dire. Voilà, j'ai grandi en région parisienne. Maintenant, je vis à Grenoble. Magazine qui s'appelle Wider. Exactement, voilà. Ouais, qui s'appelle Wider. Citons-le. Et puis, je vis tout près de Grenoble. Je vis avec ma compagne. On a 2 toutes petites filles. Je suis un jeune vieux papa. Voilà, mon aîné a 3 ans et ma cadette à 1 mois et demi, voilà. Donc puis je suis bien occupé, j'écris beaucoup de livres aussi. Donc en plus du magazine, des magazines, je m'occupe aussi d'un magazine de voyage à vélo maintenant. Et voilà, je suis plutôt bien occupé. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts, voilà. Sylvain, on va prendre la machine à remonter le temps ensemble. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Tu vivais en région parisienne et c'est pas le cadre forcément idéal sur le papier, en tout cas pour la nature, mais la réalité, c'est que tu as quand même déjà développé un intérêt assez fort pour déjà l'extérieur et le fait d'aller claquer la porte et d'aller te promener en forêt. Bah oui, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à imaginer la région parisienne comme un grand cube de béton, alors que c'est quand même très différent. Enfin, surtout quand on grandit finalement. Là où moi j'ai grandi, c'est-à-dire entre le sud Yvelines et le sud Essonne, hein, j'ai grandi principalement à Rambouillet. Après mes grands-parents avaient une maison dans le sud de l'Essonne, à Videl, hein, près de Boutigny, La Ferté-Alais, tout ça. Donc c'est vrai que je connais bien ces 2 endroits d'Île-de-France qui sont très verts finalement. Hein. Videl, c'est même vraiment provincial. Hein. Il y avait encore beaucoup de gens dans le village qui avaient jamais mis les pieds à Paris. Rambouillet, c'était déjà un petit peu plus bourgeois, il y avait plus de connexions sans doute avec Paris, mais ça reste quand même un cadre très très vert. Hein. Moi, j'avais toute la forêt pour m'évader, pour m'échapper à vélo et à pied je dirais la plus tendre enfance, puisque évidemment j'allais me promener dans les bois avec mes parents, puis ensuite dès le collège, on allait à vélo vers les étangs avec mes copains de classe et tout. Donc c'est vrai qu'on avait un cadre de vie très très nature, et je pense que ça a beaucoup influencé mon goût pour la nature, pour me balader dans la nature, pour découvrir en nature. Et puis c'est aussi là que j'ai appris à marcher, à courir, à faire du vélo. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose de marquant. Hein. Le sol à la limite sur lequel vous apprenez à courir, ça vous marque. Alors pas que en technique de course, mais aussi en éveil de l'esprit, je pense. Tu rêvais de quoi pour toi, adulte, là, à ce moment-là? Est-ce que tu avais déjà des idées? Est-ce que tu te projetais justement dans cette vie un peu d'aventure, de défi, de nature? Est-ce que tu te rêvais comme ça? Ouais, alors typiquement mon rêve d'enfant que j'ai plus ou moins quand même accompli, c'était de faire des livres. Hein. Ça a toujours été vraiment quelque chose de fortement ancré en moi. J'ai toujours eu le goût des livres aussi. Alors hérité de tes parents et de ton éducation? Oui, que tu as développé par toi-même. Ouais, c'était quand même pas mal familial. Hein. Il y a énormément de livres chez mes parents, surtout des livres d'art. Hein. Mon père est un fou furieux de peinture et d'art, de sculpture et tout ça. Donc voilà. Bon, après il était prof de lettres à la base. Hein. Il n'a pas fait que ça. Ma mère était prof d'histoire géo, donc c'est typiquement le genre de cadre familial plutôt propice à développer ce genre de choses. Mais voilà, je voulais être illustrateur de livres pour enfants ou auteur de bande dessinée. Enfin, même quand j'avais 5-6 ans, je voulais déjà faire ce genre de choses. Et la course à pied, le sport, la pleine nature est venu juste un peu plus tard finalement. Et donc c'est vrai que ça, ouais, j'ai quand même essayé de poursuivre mes rêves d'enfant. Hein. Alors
aujourd'hui, je fais des livres un peu différents sans doute de ceux que j'avais imaginés à l'époque, mais enfin. Il n'y a pas un grand écart non plus, oui. Non, non, non. J'ai suivi à peu près ma ligne conductrice que je me suis fixée vers. Et surtout, tu es un homme heureux et accompli aujourd'hui, et c'est ça qui compte. La trajectoire n'était pas précisément celle que tu imaginais, enfin. Ouais, non, non, mais elle est assez proche et effectivement, je suis plutôt heureux de ce que je fais. Voilà, même s'il faut toujours se remettre en question, avancer. J'ai jamais trop ce sentiment d'accomplissement, mais en même temps, ouais, je suis quand même très 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 content de ce que j'ai déjà fait et de ce que je fais actuellement surtout. La course à pied, elle a trouvé sa place dans ta vie, formellement en tout cas à l'âge de 11 ans, à l'occasion de tes premiers pas en athlée. Est-ce que tu as le souvenir d'un élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a porté, vers la discipline et puis plus particulièrement, la piste? Eh ben écoute, alors sur le geste même de courir, ça m'a toujours plu. Je pense qu'il y avait une relation un peu charnelle avec la course à pied, avec le fait de se déplacer à la force des mollets. J'étais pas très doué, j'ai pas beaucoup d'équilibre. Alors j'étais pas très doué en vélo, par exemple. J'ai mis longtemps à apprendre à faire du vélo, etc. Ouais, exactement. Et je me rappelle que je suivais mes copains qui faisaient du vélo, je les suivais en courant tout le long là, donc j'aimais bien courir déjà avant même de faire des compétitions. Bon, parfois on s'organisait un peu des petites courses comme ça. On habitait une résidence, il y avait pas mal de gamins. Et dans le parc de la résidence, on faisait des courses. Bon, c'était toujours un peu mon frère et moi qui gagnions, donc ça a éveillé un peu cet intérêt-là. Il y avait aussi même dans l'histoire familiale. Alors mon père ne pratiquait pas, il y avait pas de pratiquants, mais mon père connaissait très bien, par exemple, l'histoire de la course à pied de son enfance, hein, les Atopek, Mimoun, tout ça, il connaissait vraiment très bien. Et je pense qu'il y avait un petit peu ça. On suivait, par exemple, je me souviens qu'on suivait les Jeux Olympiques dès 88. J'ai des souvenirs de suivre la finale du 100 mètres, par exemple, Lewis Johnson, des choses comme ça, et même les épreuves de demi-fond. Et puis ensuite, j'ai commencé en 1989, c'était ma première course. J'ai d'ailleurs toujours couru depuis au moins une course par an, donc ça fait quand même un petit bout de temps, même si c'est plus modeste depuis quelques années. Et puis en 90, ouais, j'ai commencé par l'association sportive du collège, hein, tout bêtement, mais ça m'a tout de suite plu. Et puis c'est vrai aussi que c'était une autre façon de s'affirmer pour un petit garçon qui était un peu vite considéré comme l'intello de service, forcément, hein, j'étais plutôt bon élève, enfin plutôt à l'aise dans les disciplines littéraires, surtout pas tellement en maths. Mais voilà, c'était aussi une autre façon de m'affirmer, d'exister. Et voilà, j'ai pris part à mes premières compétitions. Je me souviens, c'était un 600 mètres en salle. Ça existe, 600 mètres? Ouais. C'était pour les Benjamins en UNSS, en tout cas à l'époque. Et donc je me souviens, ça a été les championnats des Yvelines. Là, c'était à Trappes. D'ailleurs, c'était en salle, mais on courait quand même en plein air sur le 600 mètres parce qu'il n'y avait pas de piste. C'est une arnaque la compète, là, c'est bien, j'ai l'impression. Voilà. Et c'était à cloche-pied. Ouais, non, mais c'était, voilà. Puis, j'ai gagné. Et puis après, il y a le cross du collège. J'ai gagné aussi. Et ça a vite fait naître en moi une vraie passion. Et puis, alors, pour la course, pour l'histoire aussi de la course à pied, j'ai tout de suite plongé dans la fabuleuse histoire de l'athlétisme, des livres comme ça. J'ai vite rêvé à Paavo-Nurmi, à Zatopek, choses comme ça. Et c'est vrai que ça a tout de suite pris une place importante dans ma vie, même au-delà de même du niveau de mes résultats qui étaient corrects, hein, évidemment, mais j'avais une vraie passion. C'est pas l'objet de ton approche. Non, c'est presque philosophique, c'est ça? Ouais, c'était aussi une façon de m'affirmer quand même, autrement que par le scolaire ou les études, on va dire. Et mais ça m'a vite plu, ouais, dans l'aspect aussi de la philosophie du coureur à pied. Bon, un peu les figures un peu solitaires aussi peut-être qui me plaisaient un peu à cette époque-là, mais voilà, je me suis tout de suite plongé là-dedans, dans l'entraînement aussi, dans l'histoire de l'entraînement, voilà, les grandes figures, Gerschler, Gösta Hollander, tout ça, les écoles suédoises, puis l'école australienne, enfin voilà, comment s'entraîner les champions, comment tout de suite ça m'a beaucoup investi. Et puis après, bon voilà, il y avait aussi la notion à l'époque, évidemment, ça m'intéressait quand même de progresser, hein, même si j'ai vite compris aussi que
voilà, la course à pied, c'était un sport où la concurrence était quand même très très forte, hein, donc on se situe vite, même si je me fixais pas trop de limites. Voilà, je savais que ça serait quand même compliqué d'arriver à très très haut niveau. Et en même temps, voilà, j'ai quand même investi pour arriver à un certain niveau, sans non plus justement me caler sur une discipline de fer. Enfin, je m'entraînais, hein, c'est sûr, mais j'avais une certaine fantaisie qui n'était pas forcément d'ailleurs très très classique dans le domaine de l'athlétisme, même de club à ce moment-là, quoi. Du coup, j'ai vite exploré aussi des distances qui semblaient pas très intelligentes à faire à 10, 18, 20 ans, etc. Quand t'as un petit peu un bon niveau, et voilà, on te dit maintenant investis-toi sur le 5000 mètres, t'as des possibilités. Et puis finalement, moi non, j'allais explorer d'autres pistes et tout, voilà, notamment le marathon, après l'ultramarathon, le trail et tout, parce que ça démarrait, puis c'était des choses qui m'intéressaient aussi. J'ai vite eu aussi une fascination, c'est vrai, pour les longues distances, alors même que c'était pas forcément mes qualités naturelles les plus évidentes. Donc le trail, il a trouvé sa place dans ta vie en 1999. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était une clé d'entrée aussi vers l'outdoor et d'autres pratiques extérieures au sens plus global, notamment, je pense, au vélo, à la rando, enfin les voyages à vélo. Est-ce que tout ça est né aussi? Enfin, la clé Oui. d'entrée de tout ça a été le trail? Alors c'était, en fait, le fait de grandir à Rambouillet, je m'entraînais essentiellement en nature, hein. Alors c'est vrai que le trail n'existait pas en tant que tel au début des années 90, mais j'ai toujours couru en forêt, toujours marché en forêt, toujours fait du vélo en forêt. Donc j'avais toujours ce cadre-là qui m'a marqué. Et c'est vrai aussi que parfois, je me souviens d'une ou deux rando course avec mon frère, tout de suite accroché aussi au fait de courir 2 heures et demie. À l'époque, c'était pas non plus très très long, mais dans la nature, sans avoir non plus le chrono en tête et tout, de regarder un peu plus autour de soi. C'est vrai que c'était des sensations qui m'ont tout de suite plu. Donc j'avais ce rapport à la nature, au déplacement dans la nature sans finalité compétitive, qui était tout de suite en moi finalement. J'aimais aussi courir ou marcher, pour courir, pour aller dans les bois. Donc j'avais ce rapport-là avant même que le trail n'entre vraiment dans ma pratique. Mais c'est vrai que voilà, alors en 99, le trail ça avait commencé, on va dire officiellement, vraiment depuis 4-5 ans, depuis les Templiers, hein. C'est vrai qu'on en entendait davantage parler. Moi, j'avais 21 ans, j'avais couru, voilà, les longues distances m'attiraient, donc j'avais fait mon premier semi-marathon à 17 ans, mon premier marathon à 20 ans. Voilà, c'était un palier de plus. La grande course des Templiers, c'était un beau défi. Et puis c'est vrai aussi que c'était la première fois que je courais en montagne. Enfin, même si le Larzac, c'est des montagnes un peu rapiécées, mais enfin il y a quand même des fortes pentes, il y a de la technicité, tout ça. Et là, ça pour le coup, c'était pas du tout mon terrain de jeu naturel, puisque les petites bosses de la forêt de Rambouillet et puis les allées cavalières, ça déroule quand même mieux. Et en plus, j'étais pas très en forme. Je me souviens que j'étais assez fatigué pendant la préparation. Enfin, je sais pas, les quelques mois avant cette course des Templiers. Puis finalement, ça s'était plutôt pas trop mal passé. J'avais gagné en espoir, mais enfin, ça c'était pas. Voilà, j'ai dû finir 75e, quelque chose comme ça. Mais il y avait un gros niveau. Enfin, c'était une course où il y avait déjà une belle densité. J'avais souffert les 25 derniers kilomètres parce que j'avais pas l'habitude de courir au-delà de 50 km, hein. Puis même le marathon, j'avais pas non plus, j'en avais fait 2 ou 3 avant, hein. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Alors après, pendant plusieurs années, j'ai quand même fait un peu tout en même temps, hein. Typiquement, l'année suivante, j'avais bien progressé. J'ai quand même, j'ai été champion d'Île-de-France Espoir du 10 000 mètres. J'avais fait 5e au championnat de France. Donc je courais en 31-30, hein, donc Joli. pas trop mal. Et en même temps, voilà, ce qui était rigolo, c'était de faire les Templiers, de courir quand même en 31-30 juste après, en fait, 6 mois après. J'avais évidemment fait le marathon de Paris. J'avais fait 2h39, mais bon, je me souviens que c'était sans préparation spécifique. Donc voilà, à 21 ans, c'était pas trop mal. Et puis voilà, mais bon, c'est vrai que je courais un peu
comme je le sentais, hein. Enfin, c'était voilà, ça m'arrivait de faire. J'avais dû faire, je pense, une quinzaine de semi-marathons cette année-là. Donc, bon, évidemment, les entraîneurs d'athlètes me disaient que c'était n'importe quoi, évidemment. Mais bon, voilà. Après, je savais aussi que même en me concentrant à fond sur le 1500 ou sur 5000, j'atteindrais un bon niveau, mais c'était pas non plus forcément utile de sacrifier entre guillemets voilà tant d'années. Et puis j'aimais spécialement courir, et puis voilà, j'étais aussi déjà un peu dans cette perspective de découverte qui m'a guidé jusqu'à présent en fait. On l'a entendu, tu as donc participé à un nombre de trails et de courses emblématiques, puis tu as donné une nouvelle orientation à tes projets sportifs, en tout cas d'aventure, avec le choix d'expérience vraiment autant très long, où l'expérience humaine peut aussi prendre le pas, ou en tout cas est indissociable de l'approche sportive. C'était quoi le sens de cette démarche? Est-ce qu'il y avait une forme de quête spirituelle derrière cette idée de partir sur des temps extrêmement longs et finalement la vitesse importait peu? Ouais, effectivement, c'était pour moi, de toute façon, la course à pied, ça, et l'outdoor, ça a toujours été un terrain d'exploration, bon, à la fois de découverte, de rencontre, hein, mais aussi d'exploration intérieure. Donc voilà, c'est aussi ce que me permettaient sans doute les très très longues distances en courant. Alors c'est vrai qu'après les années suivantes, à partir de 2004-2005, j'ai vraiment fait que du trail quasiment. Enfin, je faisais encore un petit peu de course sur route, de marathon, mais de façon relativement informelle. Après, je suis peut-être basculé dans un trop plein presque de trail et d'ultra. Bon, c'est vrai que j'avais aussi la possibilité d'aller courir un peu partout. Alors voilà, c'était comme j'avais commencé à être journaliste spécialisé aussi dans le domaine, et bon, voilà, Il y a une forme de lassitude que tu as ressentie? Alors oui, sur l'aspect compétition, sur l'aspect événement, moi j'ai jamais été tellement attiré en fait par l'événement, la compétition. Ce que j'aimais avant tout, c'était courir, c'était me retrouver alors seul ou en petit groupe, hein, c'est ce que je préfère, voilà, dans la nature, avec cette notion d'effort et de défi qui reste relativement importante chez moi. Mais voilà, il y avait ce plaisir de se retrouver voilà seul avec voilà son corps en mouvement dans la nature, dans un paysage, et d'essayer de faire sonner ça en harmonie. Et c'est vrai que l'aspect gros événements, tout ça m'a, je m'en suis assez vite lassé, puis c'était source de stress aussi un peu. Donc je me suis vite tourné vers des défis plus personnels, ce qu'on appelle aujourd'hui le off, hein, et ça a fait vraiment partie de ma démarche assez tôt, hein, quand même, hein, à partir du milieu des années 2000. Et puis ensuite voilà, mixer en fait aussi le trail, la randonnée, avec des défis personnels. Et puis c'est vrai qu'ensuite, à partir de 2000, enfin j'ai commencé à échafauder ce projet-là en 2011. J'avais vraiment l'idée voilà, d'enchaîner un peu les grands sentiers de randonnée de la planète sur un mode trail running, quoi. Voilà, bon, en faisant en tout cas des grandes distances chaque jour, sans assistance, en tout cas sans assistance prévue, voilà, avec juste mon sac à dos. Et c'est pour ça que en 2012, je suis parti d'abord vers Saint-Jacques, hein, en partant de chez moi, voilà, comme les pèlerins médiévaux. Et puis, voilà, alors j'habitais Aix-les-Bains à l'époque, et puis je suis allé jusqu'à Compostelle, puis Fisterra. Et voilà, 1950 km que tu as parcouru en 40 jours. C'est Et ça, que tu ouais. relates d'ailleurs dans ton livre Pèlerin Express. Qu'est-ce qui te reste justement aujourd'hui de ce chemin de Saint-Jacques? Ah 10 ans plus tard, 10, 11 ans. c'est une expérience marquante, hein. C'est vrai que c'était la première fois que je partais aussi longtemps sur un voyage solitaire. Alors bon, après tout est relatif, parce que c'est vrai que sur le chemin de Saint-Jacques, on rencontre beaucoup de monde, mais c'était une vraie expérience parce que il y avait quand même aussi cet engagement physique qui pour moi aussi collait bien avec le côté spirituel de ce chemin. Il y a un peu comme l'engagement du pèlerin, hein. C'était pas non plus voilà, je sais pas si on gagne sa part de paradis, mais en tout cas, il y avait quelque chose comme ça. Et puis c'est vrai que voilà, il y a tout ce défilement de paysages au fil des étapes. Bon, c'est vrai on a la France traversée comme ça. C'est quand même un très très beau pays avec
avec beaucoup de ruralité et puis en même temps des paysages naturels, des architectures qui changent vite. En Espagne, c'est encore une ambiance différente, avec beaucoup plus de monde, avec aussi des paysages beaucoup plus austères, certains passages où il faut vraiment être dans le voyage, parce que c'est vrai que typiquement les environs de Léon, par exemple, et les banlieues qu'on traverse parfois sur ce Camino Frances, on n'irait pas juste comme ça en se baladant en randonnée à la journée. Donc c'est un peu aussi ce côté-là du grand voyage à pied qui m'a marqué. Et puis c'est vrai que ouais, c'était une expérience relativement. J'avais fait quelques randos et courses de plusieurs jours avant, mais c'est une expérience un peu fondatrice, hein. Tout à fait. Sylvain, merci pour cette présentation et ces premiers éléments de ton parcours qui nous permettent de mieux cerner qui tu es. C'est le moment de notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. Je t'en prie. C'est parti, je dégaine la première. La décision qui a changé ta vie à jamais. Il y en a peut-être plusieurs, mais une en tout cas que tu voudrais partager ici avec nos auditeurs. Alors, la décision qui a changé ma vie, c'est sans doute celle on va dire de mettre entre parenthèses, mais quasiment, je savais, je pense, presque dès le début, définitif, mon premier métier. C'est-à-dire, j'ai été conservateur des bibliothèques. Hein, j'ai eu le concours en 2002, donc j'ai commencé en 2003. J'ai exercé après pendant 7 ans, et puis fin 2009, j'ai pris une disponibilité pour me consacrer à temps plein au journalisme spécialisé dans la course à pied et l'outdoor, essentiellement le trail à l'époque. Ensuite, je me suis beaucoup plus ouvert sur d'autres sujets, notamment la grande randonnée, les voyages à vélo, tout ça. Mais c'est vrai que ça a été une décision qui a pas mal changé ma vie, avec une petite prise de risque, hein, quand même, notamment au niveau financier. Au début, ça n'est pas neutre. Non, ça n'est pas neutre. Après, voilà, j'étais dans une situation qui me permettait de le faire. J'étais célibataire, j'avais pas grand chose à T'avais ta suite au perdre. Martinez, t'étais tranquille. Ouais, voilà, exactement. Non, du coup, voilà, et effectivement, ça a quand même pas mal changé ma vie. Ouais. C'était une décision qui s'imposait parce que je m'ennuyais un petit peu dans mon métier. Même si c'était un métier qui à la base m'intéressait, il y avait quand même l'aspect livre, l'aspect culture et tout, mais qui s'est révélé un peu trop administratif pour moi, et voilà, je me suis dit allez, vas-y. Je faisais déjà du journalisme, je racontais déjà mes courses dans certains magazines en parallèle de ce métier, puis j'ai pris le risque. Bon, ça a été dur pendant justement quelques années, 4-5 ans, enfin dur au niveau financier, tout ça, donc avec aussi les incertitudes que ça pouvait soulever. Et puis ensuite ça s'est bien passé jusqu'à présent, en tout cas. Une bonne décision donc. Ouais, tout à fait. Deuxième question pour toi, Sylvain, c'est la première fois que je la pose dans le cadre de ce questionnaire de Proust. Est-ce que tu aimes l'homme que tu es devenu ? Bonne question, hein. Toujours pareil. Je serais bien incapable d'y répondre moi-même, tu vois. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, je pense que on se réconcilie, en tout cas. Enfin, je me suis mieux réconcilié avec moi-même. Peut-être que je ne l'étais même il y a 10 ans, dans la période qu'on va évoquer ensuite. Hein. En tout cas, je suis sans doute plus serein, plus heureux, même si j'ai toujours une quête à la fois de moi-même, une quête de comment je dois mener ma vie, etc., qui est toujours là, évidemment. Hein, T'es quelqu'un d'exigeant ? Tu t'estimes très exigeant avec toi-même, avec les autres ? Avec les autres, peut-être pas tant que ça. J'espère je pense pas être quelqu'un de dur, en tout cas, ni avec mes collègues, ni avec... j'ai justement le témoignage de Julien Gilleron que je vais te faire écouter. Non, mais oui, je travaille pour toi, pour Wader. Ouais, non, mais... un ami que je salue. Oui, régulièrement, d'ailleurs, ouais. Non, puis qui est un précieux collaborateur, et je ne pense pas être très très dur avec lui, par exemple. Il m'a jamais dit ça, je te rassure. Non. Après, en plus c'est quelqu'un de pas très facile à gérer, même à distance. Mais bon, voilà. Non, mais voilà, je pense pas avec moi-même. Si, je pense que je suis relativement dur, mais pas tout. Ouais, c'est difficile de mesurer. Je suis pas un ascète. J'aime bien aussi quand même les plaisirs de la vie, donc je m'en autorise quand même pas mal. Et puis j'ai pas
Et on va dire, j'ai pas de culpabilité, de sentiment de culpabilité par rapport à ça, mais je suis quand même assez droit, j'espère l'être en tout cas. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, ne serait-ce que pour là mener de front l'écriture des 3-4 livres dans l'année, plus les magazines. Oui, j'ai un peu une discipline, quoi. En général, je travaille jusqu'à 23 heures, quelques pauses, mais quand même, voilà. Et puis bon, toujours aussi quand même ce souci de forme physique, même si c'est plus du tout compétitif. Bon, après, c'est aussi presque un besoin, mais donc voilà. Mais pour en revenir à l'homme que je suis devenu, ouais, je suis quand même sans doute plus heureux, plus content que je ne l'étais dans ma vie. Globalement, on va dire que les 10 dernières années sont plutôt des très bonnes années. Bah, c'est aussi d'une rencontre, fonder une famille, c'est quand même quelque chose qui permet aussi de pas forcément d'être beaucoup plus serein, mais quand même il y a des choses, il y a de l'amour, quoi. Et donc ça aide aussi beaucoup. Ça peut excuser certaines imperfections s'il y a de l'amour. Tout à fait. Sylvain, qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi, justement? On parlait de perfection et d'imperfection. Un jour parfait, je dirais que c'est quand même un jour où je vais découvrir de beaux endroits en marchant, où j'ai le temps d'écrire, et puis en tout cas maintenant, puisque ça évolue tout le temps, où je peux partager ces moments-là en famille. Donc voilà, ça serait un jour parfait. Merci beaucoup, Sylvain. Le moment est venu de parler de ta course épique, le Great Himalayan Trail. Je vais implanter les décors très brièvement sur cette grande route, autrement appelée en anglais The Great Himalaya Trail. Le GHT, donc c'est son petit surnom. C'est son surnom, ouais. L'acronyme associé est un enchaînement de plusieurs sentiers de trekking qui s'étend sur toute la longueur du Népal, mais également sur les territoires indiens, bhoutanais et tibétains. N'hésite pas à me corriger s'il y a des choses qui sont inexactes. Cette aventure particulièrement engageante et difficile, ça je pense que tu ne vas pas me corriger là-dessus. Non. Traverse d'anciens royaume, sillonne des vallées verdoyantes et engage ceux qui le parcourent sur des hauts plateaux arides. Le GHT est un long périple qui comprend un total de 1700 km et 80 000 mètres de D+, soit l'équivalent d'une quarantaine de marathons, de 18 TMB ou encore de 7 marathons des sables, donc un programme assez copieux. En plus de cette distance impressionnante, la haute route, dans sa version intégrale, traverse 15 cols au-dessus de 5000 mètres et 2 au-dessus de 6100 mètres. La course que tu vas partager aujourd'hui avec nous, Sylvain, suit ce qu'on appelle la haute route de la section népalaise de Kanchenjunga. Tu le dis beaucoup mieux que moi, vas-y, dis-moi pour... Kanchenjunga, ouais. Voilà, à la frontière indienne, à l'est du pays, jusqu'à la frontière tibétaine qui est située à l'ouest. On appelle cette traversée la haute route, car elle emprunte les plus hauts sentiers praticables oscillant une moyenne de 3750 mètres d'altitude. L'itinéraire emprunte des sentiers de trekking mythiques comme l'Everest et l'Annapurna, mais comporte également de nombreuses sections se situant dans les coins les plus reculés du Népal. Tu vas aussi nous en parler. Tout à fait, oui, c'est... Une hospitalité parfois de mise dans ces environnements-là. Donc voilà, cette expédition sur le toit du monde, en tout cas, est un défi unique qui s'adresse à des aventuriers expérimentés, désireux de s'élancer dans ce voyage riche et authentique s'il en est, et également prêts à faire un sacré saut dans l'inconnu, ce qui a été ton cas, Sylvain. Avant qu'on se plonge dans ta course épique, on va passer à notre question qui pique. Je sors mes lunettes, hop. C'est une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc, je crois que tu écoutes le podcast occasionnellement. Donc, tu vois le principe, c'est en général un grand moment de n'importe quoi. Oui. Je l'ai dit, donc l'acronyme de la Great Himalayan Trail, c'est GHT. Ouais. Je te propose de jouer à un jeu qui s'appelle le GHT, du verbe acheter. Oui, un jeu de mémoire pour les enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. L'idée, c'est que je vais un peu garnir un panier fictivement. Il va falloir que tu répètes à chaque fois, faire travailler ta mémoire en me disant à chaque fois, en reprenant depuis le début, tout ce qui compose ton petit panier d'achat. Donc, je t'ai un exemple très concret. Je te dis casquette. Tu vas me répondre j'ai acheté une casquette. Puis ensuite, je vais te dire cerf-volant. Tu vas me dire j'ai acheté une casquette et un cerf-volant. Ouais, je crois que j'ai joué à ce jeu-là il y a très peu de temps, là, cette semaine avec ma fille. Et ben voilà, très bien pour entretenir ta mémoire de quarantenaire. Donc voilà, je te propose cette petite partie de GHT, donc en hommage au Great Himalayan Trail. Donc c'est parti. Une casquette Helly Hansen verte. J'ai acheté une casquette Helly Hansen verte. Des lunettes solaires de vue. J'ai acheté une casquette Helly Hansen verte, des lunettes de vue. Solaires de vue. Solaires de vue, pardon. Ah ouais, ça y est. Une couverture de survie. Alors, j'ai acheté une casquette Helly Hansen verte, des lunettes solaires de vue, et... Oh, putain, ah non, pas maintenant. Ah là là. Si t'as froid, qu'est-ce qu'il te faudrait? Ah oui, une veste Helly Hansen. Non, une couverture de survie. Ah, une couverture, passé pardon. Ouais, tu vois, je suis
Je suis pas concentré. Un Pardon. un petit quatrième, Ouais. c'était ton joker. Mon livre Révolution Trail en e-book. Ok, alors, j'ai acheté une casquette Helly Hansen verte, des solaires à la vue, voilà, une couverture de survie et mon livre Révolution Trail en e-book. Des bâtons. J'ai acheté une casquette Helly Hansen verte, des lunettes solaires à ma vue, une couverture de survie, mon livre Révolution Trail en e-book et des bâtons. Des tucs goût crème oignon. Alors, j'ai acheté. Donc, On est proche de la fin. ouais, une casquette Helly Hansen verte, des lunettes solaires à ma vue, une couverture de survie, mon livre Révolution Trail en e-book, une paire de bâtons et des tucs goût oignon. Goût crème oignon, c'est bien. Crème oignon, ouais, Et dernier, un sac à dos pour mettre tout ça dedans. Alors, j'ai acheté, donc, une casquette Helly Hansen verte, une paire de lunettes solaires à ma vue, une couverture de survie, mon livre Révolution Trail en e-book, une paire de bâtons, des tucs goût crème oignon et un sac de couchage, un sac à dos, pardon, pour mettre le tout et transporter le tout. Bravo Sylvain, franchement, il y a un petit temps de Oui, rodage, oui. mais après, c'est là, je pense que j'aurais pu enchaîner encore avec une dizaine d'éléments. Ouais, non, il a fallu que je me Avec tout ton matériel reconcentre. obligatoire pour Ouais, ton Great Himalayan Trail. quasiment. Bravo. Mais ouais, merci. Mais enfin, il y a eu quand même un Il y a eu loupé. Voilà. un léger loupé au démarrage. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas pouvoir payer tous ces achats avec PayPal, pardon, excuse-moi. Oui, bah écoute, ça peut. Faut que je réactive mon compte alors. Mais bon, ça doit pouvoir se faire. Désolé pour cette tentative, Sylvain, t'es le premier à essuyer les plâtres de ce j'ai acheté, mais voilà, l'occasion s'est présentée. Non, Avec c'est un tel pas mal, acronyme, c'était difficile de passer à côté. Bah oui, mais oui, c'est sûr. On va planter le décor et un peu dézoomer autour de cette course, puisque ce GHT en fait s'inscrit dans un projet qui était plus global pour toi, qui était le Terre d'Ave World Trail, dont tu étais à l'initiative. Est-ce que tu peux nous en expliquer quel était le principe avant même que cette idée de GHT se concrétise? Ouais, bah l'idée du coup, c'était effectivement d'enchaîner un peu et de découvrir les grands sentiers de trekking et de randonnée autour du monde. Hein. Alors sur un mode, on va dire rando-course, avec quand même un petit aspect défi, puisque c'était quand même des chemins très longs que j'allais effectuer dans leur intégralité. Et puis en faisant des distances quotidiennes assez importantes, à l'image de ce que j'avais fait sur le Saint-Jacques, qui était l'inauguration un peu de ce projet-là, hein, où j'avais fait quand même 55 km par jour, ce qui est pas rien non plus, même si là c'est pas des terrains très compliqués. Alors voilà, j'avais donc prévu un certain nombre de ces chemins, le Great Himalaya Trail, le chemin des 88 temples au Japon, dont on parlera aussi, la Via Francigena, et puis beaucoup d'autres ensuite. Et Terre d'Aventure était mon partenaire dans ce projet-là, mon partenaire principal. Et voilà, l'idée c'était aussi de raconter ces voyages à travers mon blog à l'époque, et puis les sites des partenaires, diverses publications, etc. Donc voilà, sur mon blog je racontais, alors notamment pendant mon Saint-Jacques, je racontais vraiment au jour le jour toutes mes petites aventures, et c'était sympa. Il y avait aussi les réseaux sociaux existaient déjà, même s'ils étaient un peu différents quand même encore. C'était surtout Facebook à l'époque. Et voilà, je racontais ça sur Facebook. Il y avait des gens qui venaient m'accompagner, alors évidemment plus sur le Saint-Jacques que sur le Great Himalaya Trail, mais il y avait ce côté très sympa aussi de partager des étapes avec des gens que je connaissais ou non d'ailleurs, qui parfois uniquement par les réseaux sociaux. Et c'était tout ce voilà, c'était cette aventure globale qui était sympa, parce que c'était un petit concept un peu original, et puis moi ça me portait vers de belles aventures, quoi, surtout ça me permettait vraiment de lier un peu tout, mon goût du voyage, de la découverte, mon goût du défi aussi. C'était une quête globale qui avait trouvé ce projet-là pour s'exprimer. Et donc le Great Himalaya Trail, c'était un peu c'était la deuxième pierre de l'édifice après le Saint-Jacques, mais c'était quand même
un contexte et un morceau bien différent, puisqu'il y avait quand même autant le Saint-Jacques, c'était un parcours bien balisé, on va dire, et bien connu, autant le Great Himalaya Trail, surtout à l'époque, c'était quelque chose qui avait pas été tellement emprunté. Alors bien sûr, hein, il y avait un parcours, il y avait même une carte, etc. Mais c'est vrai que en dehors des grandes zones de trekking qui sont bien connues, bon, il y a toute, notamment l'extrême ouest et l'extrême est du Népal. On va dire que le parcours se résumait surtout à un trait sur la carte, et il était presque plus imaginé, fantasmé qu'une réalité sur le terrain. Il y avait vraiment des endroits où les sentiers étaient très peu marqués, en pleine montagne et dans des zones très sauvages et souvent inhospitalières. Alors c'était le cas déjà de l'ouest népalais que j'avais pu découvrir à l'occasion de l'Himal Race à laquelle j'avais participé donc 2 ans auparavant, en 2010, hein, qui était déjà une course épique, si on peut appeler ça comme Bientôt ça. dans le podcast, la suite Voilà. des aventures. On remontera le temps. Mais c'est vrai que on était parti donc du pied du Kailash, hein, au Tibet. On était allé en courant jusqu'aux Annapurna avec 26 étapes. 12 cols à plus de 5000, enfin c'était quand même déjà un gros morceau. Bon, même si ça restait une aventure relativement organisée, on était un petit groupe, enfin c'était voilà, mais on s'était bien rendu compte que toute cette partie-là du Népal, elle était très sauvage, très inhospitalière. Même les Sherpas, les Népalais qui couraient avec nous, ils y étaient jamais allés, hein. Il y avait vraiment des zones très reculées, hein. Donc c'était quand même très particulier. Et moi sur ce projet de Great Himalaya Trail, je partais de l'autre côté pour des raisons plus ou moins de climat, etc. Donc je commençais à l'extrême est, qui est également quand même une zone très peu fréquentée. Et avec pas mal d'incertitudes. L'année d'avant, il y avait la coureuse anglaise Lizzie Hawker qui l'avait tenté. Et bon, elle s'était arrêtée puisque elle s'était cassé la figure, là où moi j'allais me casser la figure aussi. Alors elle s'en était plutôt mieux sortie que moi, mais elle avait eu très peur quand même, hein. Donc voilà, elle avait été évacuée en hélico, tout ça, plus de peur que de mal, mais elle avait j'avais bien senti que c'était quand même un parcours très compliqué. Et puis bon, j'avais quand même pas mal de contacts là-bas où effectivement c'était le début du parcours. Là, la région du entre le Kanchenjunga et le Makalu semblait compliqué. Et puis j'ai vite senti ensuite que ça allait devenir compliqué finalement, quasiment dès mon départ de Katmandou, hein. Bon, j'avais quand même prévu. C'était quand même une tentative relativement organisée. Après, je savais qu'en partant seul, je prenais quand même un risque parce que c'était pas évident en termes de logistique, de toutes ces régions où il y a très peu de villages aussi, où on trouve très peu de ravitaillement, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Au départ, il devait y avoir un ami népalais qui devait venir avec moi, et puis finalement il n'est pas venu. Donc voilà, je me suis lancé tout seul, et j'avais ce sentiment déjà dès mon arrivée dans l'est du Népal, en trouvant des chauffeurs là qui devaient m'emmener là où je pouvais prendre un bus. Enfin voilà, j'avais bien le sentiment que c'était une aventure, une galère. Une galère, que ça allait être compliqué. Je me souviens avoir emprunté, à l'issue de 2 jours en voiture dans des terrains où, on sentait, alors la mousson avait été tardive, il y avait déjà des glissements de terrain sur la route. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce coin? Je me souviens avoir passé une nuit vraiment dans des villages déjà de bout du monde, très dépaysants, même par rapport à ce que je connaissais déjà du Népal. Tu sentais que c'était pas la même ambiance, c'était très reculé, et tout ça. Et puis alors, au fur et à mesure que je m'avançais vers le point où je devais commencer à marcher, hein, Taplejung, je sentais que c'était de plus en plus lointain, déshérité. C'était quand même vraiment une zone très reculée. Et alors j'ai fait 2 jours de voiture, et ensuite j'ai pris un bus. Bon, il y avait pas de place et tout. J'étais sur le toit du bus, sur des pistes improbables, accroché au bastingage. Je me disais déjà, c'était quand même très dangereux, hein, parce que c'était des pistes très défoncées, avec des précipices quand même impressionnants. Environné évidemment de cimes très impressionnantes aussi, hein. Et je me disais, mais qu'est-ce que t'es venu faire là quand même, hein?
Sylvain, comment est-ce que on se prépare physiquement à une telle course? Est-ce qu'il y a des choses, enfin, je l'appelle course, hein, mais c'est pas précisément ça. Est-ce qu'il y a des choses particulières à entreprendre, notamment sur le terrain, ce que tu sais du terrain, sur l'altitude? Est-ce que tu as changé des choses par rapport aux autres défis que tu as pu te lancer précédemment? Alors, pas tant, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un foncier quand même assez énorme, en fait, hein. J'avais participé déjà à pas mal de courses au Népal, hein. C'était la 7e fois que j'y allais, donc j'avais fait l'Himal Race, la Napurna Mandala Trail, toutes les courses de Bruno Poirier, hein, mon collègue et ami. J'avais couru aussi la course de Dawa Sherpa qui était plus facile, mais enfin voilà, j'avais une certaine expérience de la semi-haute altitude, hein, de 5-6 000 mètres. Ça, je savais que j'avais aucun souci par rapport à ça, que ça s'était toujours bien passé, donc j'avais pas de problème. C'est quoi les risques avec ce type d'altitude? Qu'est-ce qui peut se passer? Le risque, c'est une mauvaise acclimatation, hein, que l'on monte trop vite, donc on peut développer un mal aigu des montagnes, hein, qui se manifeste par des œdèmes, hein, qui peuvent aller évidemment être graves si on développe un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire. Donc après ça peut aller jusqu'à la mort, bien sûr, hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en très grande détresse, notamment sur les courses auxquelles j'avais pu participer précédemment au Népal. Donc oui, il y a un vrai risque, mais moi c'était pas un risque qui me concernait, qui était pas si T'avais important pas que de ça. signaux en tout cas qu'il y avait un risque Non, je particulier savais à peu sur cette près gestion de l'altitude. comment j'allais réagir à l'altitude et tout. Après, bon bah évidemment, il y a l'aspect énorme du chantier qui m'attendait, puisque bon, c'était quand même quasiment 3 fois l'Himal Race, hein. L'Himal Race, on avait fait 1000 km, mais là en difficulté, c'était à peu près peut-être entre 2,5 et 3 fois ce type de difficulté. Il y avait aussi l'aspect d'y aller vraiment seul, donc sans aide logistique ni rien. Donc ça, c'était quand même très compliqué. Après, bon, physiquement, je m'étais préparé dans le sens où j'enchaînais beaucoup de courses à l'époque. J'avais fait le Saint-Jacques, donc j'avais fait 55 bandes par jour au printemps. Globalement, j'avais un peu un foncier T'avais la énorme. caisse qu'il fallait. Donc ouais, ça me posait pas de difficulté tant que ça finalement sur la longueur si ça avait été ailleurs, je pense que j'aurais pas eu de problème à le faire en fait. Mais voilà, après voilà, il y a la difficulté aussi de porter un sac quand même plus lourd, hein. C'est vrai que ce que j'allais demander en termes d'équipement, en termes de sécurité, c'est quoi les choses qui sont plus inhabituelles ou en tout cas très ouais, particulières? alors là j'avais pris un sac un peu comme celui qu'on faisait sur l'Himal Race, donc il y a toute cette problématique de partir avec suffisamment de choses pour avoir chaud, pour avoir un relatif confort quand même pour dormir, etc. Les sacs de couchage, micro-tentes, etc. Mais en même temps être suffisamment léger pour, on va pas dire courir, mais au moins pour se déplacer vite sur ses deux jambes le plus vite possible et être le plus efficace possible. Donc il y avait vraiment, surtout sur ce type de projet, presque un problème, un équilibre qui est très très difficile à trouver entre le confort et la légèreté. Et ça, c'était assez compliqué. Et je me souviens que, effectivement, mon sac était quand même lourd parce que j'avais vraiment besoin de pas mal de choses, hein, étant donné que j'allais haut, donc j'allais dans des endroits. Ta casquette Eli Hansen verte, ta couverture de survie, tes lunettes solaires à ta vue, ton voilà, e-book. Exactement. Mais c'était un peu au-delà de ça, malheureusement. C'est vrai que ça peut convenir pour pas mal de randonnées finalement. Peut-être un peu moins dans ce cas-là. Galère, mais là c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Et effectivement, le poids du sac m'a quand même aussi sans doute pas mal fatigué, notamment sur les premières étapes qui étaient tout en montée, très dures. Et effectivement, j'ai tout de suite senti aussi qu'il y avait cette difficulté là. Ouais. Tu as parlé de décalage entre la théorie et la réalité, notamment sur la carte et le territoire, on va dire, en tout cas entre les points et les chemins qui n'en sont pas, qui sont des traits mais qui n'en sont pas. Sur la théorie de ton quotidien, de ce que toi t'imagines une journée type pour toi, évidemment, elle n'existe pas, mais elle est quoi? Dictée principalement par les points de ravitaillement et ton autonomie alimentaire qui va te déterminer de l'effort que tu vas mettre chaque jour pour pouvoir te réalimenter, etc. et qui détermine si ça vaut le coup de mettre un peu plus d'effort une journée, de faire plutôt 80 bornes et puis peut-être un peu moins le lendemain. Enfin, comment ça se... Ouais, c'était que ça. Alors, disait la belle théorie, en tout cas en amont, comment est-ce que tu avais organisé ça? J'avais à peu près mes points d'étape, on va dire théoriques, hein, les différents villages, mais qui étaient quand même parfois séparés de distances très importantes, notamment au début et à la fin, hein, c'est-à-dire l'extrême ouest, l'extrême est.
à l'extrême est pour commencer. Et donc là, je savais que j'allais me taper des étapes et des distances très très longues, très très dures, hein, sur des terrains très compliqués. J'avais quand même une notion, hein, de ce que j'allais trouver, même si ça s'est révélé encore pire. Mais j'avais quand même une bonne idée. J'avais pas non plus, je partais pas totalement la fleur au fusil, hein, peut-être un peu, mais pas totalement dans l'inconnu, dans le sens où je connaissais les terrains népalais, même quand ils étaient vraiment très durs et très sauvages. Là, il y avait eu l'aspect aussi mousson tardif qui a joué et qui a vraiment encore bien plus compliqué les choses. Mais ça veut dire quoi en termes de conditions là à cette période? Très très humide du coup beaucoup d'éboulements, de glissements de terrain, des terrains très boueux, très glissants. Et donc Et les températures dans la journée et la nuit? Il faisait pas très froid, il faisait chaud dans la journée, en dessous de 3000 mètres d'altitude, il fait très chaud. Et puis après au-dessus, ça devient un peu plus respirable, quoi. Enfin. Et la nuit, t'avais pas des températures négatives glaçantes? Bon, j'en ai eu quelques-unes, mais où j'étais à l'abri, donc le froid n'a jamais été un problème, en tout cas sur ce morceau de tentative, puisque si je spoil, je dirais pas au bout. Voilà. C'était quoi justement la théorie en termes de jours passés sur les sentiers? Tu t'étais donné quoi comme délai théorique? Le délai théorique, écoute, ça devait être une soixantaine de jours, je pense, hein. C'était à peu près 2 mois voilà, il y avait la théorie, en sachant que là, j'avais quand même pris une certaine marge, parce que je savais bien que, voilà, qu'il y aurait des incertitudes, des aléas, que tout n'était pas aussi facile à prévoir que typiquement sur un chemin en Europe où on sait à peu près ce qu'on va trouver en termes de villages, d'hébergement, de chemins, etc. Là, j'avais quand même pris un petit peu plus de marge. J'avais un canevas et ensuite, on pouvait, voilà, il y avait une petite place à l'improvisation, à des jours de repos plus ou moins longs, etc. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es arrivé dans des dispositions avec un peu d'incertitude et peut-être de doute. En tout cas, les signaux n'étaient pas forcément extrêmement encourageants jusqu'à ce que tu rallies le départ. C'était quoi ta plus grande appréhension avant que le départ soit donné? Alors, j'en avais plusieurs. Je pense que je mesurais aussi à quel point j'allais être seul dans cette tentative, parce que notamment dans ces régions-là, les contacts humains, ils sont pas fréquents, ils sont pas non plus forcément d'une extraordinaire qualité, puisque bon, il y a quand même là pour le coup une barrière de langage, une barrière culturelle qui est importante. Donc c'est vrai que même dès les premiers jours de mon voyage, j'étais vite un peu frustré en termes même de contact humain, parce que ça c'était quand même très limité finalement voilà, tu manges, personne te demande si t'es marié, t'as des enfants, puis c'est à peu près tout, parce qu'il y a pas autre chose. Donc c'était un peu compliqué. J'ai eu aussi ce sentiment de grande solitude qui était pas si facile que ça à gérer pour moi, même si j'aime bien être seul, mais il y avait quand même, voilà. Et puis ce sentiment d'hostilité de la nature qui était quand même très très présent. Tout de suite en fait, hein. Et j'ai senti que ça allait être la grande difficulté, hein. Et d'ailleurs ça s'est révélé être le cas, mais c'était dur. Les conditions de sérénité. Non, j'étais pas serein, même au début, même les étapes, j'arrivais quand même à les enchaîner, tout ça, mais bon, en plus il y avait une énorme difficulté à la fois physique et technique de ces sentiers, enfin de ce qui ressemblait à un sentier, voilà. Et j'ai vite passé des premières journées dures, vraiment dures. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette première semaine, notamment de ton aventure? Oui, écoute, j'ai donc commencé le chemin après un long trajet en voiture, puis dans des bus assez improbables, hein, y compris sur le toit des bus. Et puis ensuite, dès que je suis descendu, j'ai commencé le sentier. Alors là, j'étais vraiment encore dans des altitudes très basses, hein, en vallée. Il faisait très chaud, c'était des rizières, des champs, des villages très 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 reculés. Bon, j'ai fini par voilà, je suis arrivé à la nuit. Je me souviens, un premier village, j'ai trouvé
Bon, on m'a quand même, on m'a vite offert l'hospitalité. Bon, ça c'était sympa. Bon après la nuit on m'a quand même volé tous mes appareils électroniques que j'ai dû réclamer le lendemain matin. Un peu moins ce qui était sympa, un peu moins sympa. C'était voilà, on sentait que c'était pas le Népal qu'on connaît quoi en fait, hein, qui est super accueillant, où on a vraiment une sérénité totale. Voilà, c'était moins l'ambiance. Bouddhisme, zen, etc. Mais voilà, après c'est des gens extrêmement pauvres aussi. Et bon, voilà, ils avaient pas mal d'excuses à faire ça, mais bon, voilà, ça m'a un peu mis dans une ambiance relativement pas super bonne. Ensuite, je suis monté vers le camp de base du Kanchenjunga en 2 ou 3 jours, et là, les étapes étaient très, 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 très difficiles. Ensuite, le village qui est au pied du camp de base, c'était un peu un havre de paix parce que c'est un village Sherpa. Ils sont beaucoup plus aisés. Enfin, même si tout est relatif, mais ils sont plus riches quand même. Il y a quelques expéditions qui laissent un peu de richesse, et donc voilà, c'est des gens aussi beaucoup plus éduqués. Là j'ai eu des contacts humains de qualité pour la première fois du voyage aussi, donc ça m'a un petit peu rasséréné. Je me suis un tout petit peu reposé, même si c'était dur, hein, pour monter là-haut, parce que les chemins étaient défoncés par la mousson. C'était quand même vraiment une montée très raide, hein. Je mettais beaucoup les mains, je me souviens, donc c'était très physique. Et puis ensuite c'était vraiment encore une étape de plus dans l'inconnu, puisque là j'allais dans cette zone qui est un peu entre le Kanchenjunga et le Makalu, et où pas grand monde passe en fait, et où voilà, c'est beaucoup de jungle de bambou. Dès qu'on est en dessous de 3500 mètres, il y a des cols à 5004, 5005 qui sont difficiles à franchir parce qu'il n'y a pas de sentier globalement, donc c'est un peu entre le trekking et l'alpinisme quand même. Et donc voilà, j'avais fait une très très grosse journée pour arriver au village, donc qui est après celui du camp de base, mais donc en direction de l'ouest. Et là, c'était déjà une journée où j'ai bataillé dans des éboulis pendant j'ai dû faire 13 ou 14 heures d'effort, hein. Je suis arrivé à la nuit tombée, donc dans ce village. Je me souviens avoir ouais, c'était improbable. J'ai vu un ours, enfin des choses comme ça. C'était pas, voilà. Et puis c'était très dur parce que évidemment j'étais complètement seul. Il y avait évidemment aucun ravitaillement. Voilà. En plus ça faisait quelques jours déjà que je mangeais quasiment que du riz, donc j'étais bien dans l'effort. J'étais bien affûté là pour le coup. Et voilà. Puis dans ce village, donc après ce village, je savais qu'il fallait que je passe un col qui s'appelle le Lumba Sambala, qui est à 5350 ou 5400, je me souviens plus exactement. C'est pas le nom du prochain tube de l'été, hein, Lumba Sambala. Non, c'était un peu moins dansant, ouais, on va dire. Et ce col, il était pas si compliqué, mais bon, comme il n'y a pas de sentier vraiment tracé, voilà, j'ai cherché quelqu'un dans le village pour m'accompagner en haut du col. Alors j'étais logé chez le chef du village, hein. C'était un village Sherpa aussi, mais qui était déjà beaucoup plus déshérité que le précédent, hein. Mais on m'avait indiqué une maison à laquelle frapper. Bon, j'avais été bien reçu, tout ça. Et puis en même temps, on m'avait dit lui t'accompagnera en haut du col, il connaît le chemin. Et puis j'ai bien senti que finalement il voulait pas m'accompagner, que ça l'embêtait, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, hein. Et bon, il a trouvé quelqu'un dans le village. Il m'a dit ouais, je te trouverai quelqu'un. Alors moi, voilà, j'avais besoin d'un guide pour trouver le chemin, hein. C'était quelqu'un que j'allais payer aussi, hein, évidemment. Mais enfin, personne n'était enthousiaste, hein. On a l'impression que c'était un col qu'ils aimaient pas franchir déjà, donc je sais pas, c'était pas non plus très bon signe. Et puis voilà, finalement il y a un gars du village qui m'accompagne, qui est pas causant du tout, donc il est pas très rassurant, il est pas très il fait vraiment sa mission, il a juste une idée en tête, c'est monter le plus vite possible et descendre le plus vite possible parce qu'il veut absolument rentrer avant la nuit. C'est vrai que c'est une crainte que j'avais rencontrée déjà chez pas mal au Népal. Chez les Népalais, ils aiment pas marcher la nuit, et alors lui, il voulait vraiment rentrer chez lui de jour, donc il était prévu qu'il m'accompagne jusqu'en haut du col et qu'ensuite je trouve mon chemin tout seul. Et puis juste avant le col, on franchit un torrent qui était bien gonflé par la mousson.
Et là, bêtement, juste à 1 mètre de la fin du torrent, je glisse sur une pierre. Et peut-être parce que mon sac est lourd et tout, je me réceptionne mal sur le poignet et je me suis cassé le bras droit. Enfin, j'étais pas sûr qu'il était cassé, mais bon, ça m'a fait quand même bien mal. J'ai bien vu qu'il y avait plus le bon axe entre le coude et le poignet. Et bon voilà, après j'ai dit à mon compagnon de route que j'avais bien mal, mais enfin ça avait pas l'air de le troubler plus que ça. On est allé au col et puis là au col, il est reparti direct. Moi, je me suis quand même pas mal posé la question parce que je voyais bien que je pouvais plus du tout utiliser ce bras droit. Est-ce que je fais demi-tour ou est-ce que mon projet s'arrête là? Mais en même temps, j'avais vu tout ce que j'avais pu franchir en termes de difficultés pour venir ici et j'étais quand même pas évident de redescendre par le même chemin avec un bras en moins. Donc je me suis dit bon, j'ai un peu tergiversé et puis en même temps bon voilà, j'ai décidé de continuer, donc de basculer de l'autre côté. La journée était très brumeuse, donc je voyais pas grand chose, il y avait pas il y avait pas de chemin bien tracé. Et donc bon, j'ai vadrouillé un peu entre des pierriers pendant pas mal de temps. J'ai vu que j'allais trop au nord, donc comme on était quasiment à la frontière tibétaine, je me suis dit il faut peut-être pas que j'aille trop par là. Finalement, je suis redescendu, j'ai trouvé une trace et puis finalement j'ai suivi les crottes de yak. Et puis voilà, ça m'a mené là où je voulais aller. Hein. Donc c'est un camp de réfugiés tibétains qui s'appelle Toudam. Mais avant le camp, j'ai eu la chance de trouver un petit campement avec des Tibétains qui m'ont gentiment accompagné jusqu'au camp principal, au village qui était encore à 2 heures, 3 heures de là. Et là voilà, je suis arrivé, pareil à la tombée de la nuit après une grosse journée avec un bras cassé. Et là, un peu par un miracle, en fait, j'ai trouvé un groupe de Japonais, donc des vieux Japonais qui avaient à peu près 70 ans, qui étaient avec une bonne équipe de Népalais. Hein. Ils avaient une quinzaine de guides et de porteurs avec eux. Et bon, je leur raconte ce qui m'est arrivé. Bon, là, ils m'ont aidé, ils m'ont mis d'attelle. Enfin, ils ont été très très gentils avec moi tout de suite. Hein. Bon, il y avait le chef de l'expédition qui parlait anglais, enfin Japanese English, mais on se comprenait bien. Donc j'ai pu faire ça, enfin rentrer en contact avec eux, être un peu soigné. Bon, ensuite j'ai passé une soirée assez curieuse dans ce camp de réfugiés tibétains qui était vraiment un endroit du bout du monde. Hein. L'environnement était très très hostile. En plus, c'était très brumeux, très humide. Voilà, il y avait quelques troupeaux de yaks dans la boue des baraquements. C'est très très. Tu nous le vends bien, Sylvain. Voilà. Ça donne envie. Ouais. C'est voilà. Je me souviens avoir bu de la vodka de contrebande avec les Tibétains en me disant que là vraiment. Je sais pas trop où j'étais, mais bon, voilà, c'était bon. Je savais aussi que mon projet. T'as trouvé un peu de chaleur humaine, en tout cas. Exactement, ouais. Non, ils étaient rustiques, mais sympas ces Tibétains. Et après, je savais que mon projet était plus ou moins fini. Là, l'idée c'était de redescendre dans la vallée. Alors j'avais demandé, du coup, évidemment, ils avaient dit oui. Hein. J'ai demandé aux Japonais de repartir avec eux parce que c'était quand même plus sécurisant de repartir avec une expédition constituée avec des gens, surtout dans mon état et dans les terrains dans lesquels on évoluait. Eux-mêmes étant très experts d'ailleurs du terrain. Oui, tout à fait. Ouais, c'était donc le chef de l'expédition, hein, on en reparlera, mais Typhoon Dolpo, c'était son surnom. Tametsu Onichi, c'était son vrai nom. C'était un des grands himalayistes japonais. Hein. Lui, ça faisait 40 ans qu'il allait tous les ans en Himalaya pendant à peu près la moitié de l'année. Il y a une montagne qui porte son nom au Népal, le Typhoon Peak. C'est un 6450 mètres, mais qui a été nommé en son honneur. Donc c'était vraiment quelqu'un de très expert et en plus une très belle personne. Et donc je suis reparti avec eux le lendemain et on a commencé à marcher. Donc t'es rassuré quand tu repars, le fait d'être entouré, est-ce que ça apaise un peu ton esprit ou est-ce que oui, le doute est tellement présent et t'angoisses un peu d'y retourner avec un bras en moins? J'étais quand même un peu rasséréné, même si bon, voilà, les terrains, on était dans une espèce de jungle de bambou très très glissante avec des pentes hyper raides et puis qui glissaient à fond, étant donné les conditions laissées par cette mousson tardive. Donc c'était souvent des toboggans. Alors avec un bras en moins, c'était très compliqué, mais le fait d'être avec eux, oui, ça me rassérénait un tout petit peu.
mais c'était quand même, j'étais pas non plus hyper serein et en plus pour atteindre la vallée, il y avait encore au moins 5 ou 6 jours de marche. Hein. Alors surtout qu'ils allaient pas au même rythme que moi non plus. Typiquement, moi, ça les avait un peu impressionnés. De ce que j'avais fait en une journée pour arriver à Toudam, le jour où je me suis cassé le bras, il l'avait fait en 5 jours. Donc c'était pas tout à fait la même logistique et le même rythme, mais j'étais quand même un peu plus serein et cela dit. Voilà, heureusement qu'ils étaient là, puisque je pense qu'on peut raconter la suite. On peut dévoiler, ouais, ça s'est pas Ouais. arrêté là. T'as connu un deuxième coup de Trafalgar, dans un Voilà, parcours ouais. dont l'issue aurait pu être sacrément dramatique. Ouais, puisque du coup, 2 jours après, on franchissait un glissement de terrain qui s'était déjà constitué, hein, qui était sur le sentier, enfin sur ce qui ressemble sur la trace, et donc on passe un par un, et moi je passe après la moitié du groupe à peu près. Et sans doute parce que j'étais plus lourd qu'eux déjà, et puis aussi parce que j'avais plus l'appui. Enfin, il aurait fallu que je m'appuie sur mon bras droit pour bien le franchir, et donc j'ai tout mis sans doute sur le pied. Et là, le glissement de terrain est reparti. Donc là, j'ai commencé à dévaler avec des pierres énormes, hein, qui m'ont frôlé. Qui tombent en même temps que toi, c'est ça? Toi, tu décroches et t'as des pierres il y a un éboulis au-dessus de ta tête. Voilà, tout décroche, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, et tout part avec moi. Et là, il y a un bloc énorme qui me frôle la tête, un deuxième. Bon, là, à ce moment-là, je me dis c'est game over, c'est fini, tu vas mourir à 34 ans. Et j'étais un sentiment de tristesse. Alors ça va très très vite, hein, mais je me dis ça se termine un peu trop tôt. Puis finalement, par miracle, la troisième pierre me frôle la tête aussi. Et puis finalement, je dévale sur environ une centaine de mètres, sur donc un ravin, quoi, très très raide. Et puis je finis quand même j'arrive à me retourner, mon sac à dos me freine, je freine avec mes jambes et tout, et j'arrive à me stabiliser. Il y a le reste des pierres qui passent. Bon. Alors je m'arrête, j'ai le cœur qui bat à 320 pulsations minutes, j'ai une mare de sang autour de moi. Bon, je sais évidemment que c'est le mien. J'ai la main gauche complètement transpercée. Bon, je constate tout de suite que je me suis aussi cassé le bras gauche, hein, ça c'était évident. Tu t'es recassé le bras droit également? Je me suis recassé le bras droit, ça j'avais moins le sentiment puisque il était déjà cassé, donc voilà. Mais je me le suis recassé le bras droit, effectivement, à un autre endroit du bras dans cette chute-là. Et j'ai l'ensemble des cuisses complètement à vif, hein, parce que j'ai glissé, voilà, ça a tout râpé ma peau. Enfin bon, j'ai divers ecchymoses évidemment. Je suis pas en très bon état, quoi, globalement. Mais je suis vivant, donc voilà. Et puis surtout, il y a l'équipe les Japonais et les Népalais qui viennent me chercher, me secourir. Donc ça prend un peu de temps, hein. Et voilà. Bon, après, c'est des alpinistes expérimentés, donc ils savent bien faire. Et ils m'assurent, avec des cordes et tout. J'arrive à me relever et puis j'arrive à remonter du ravin. Ça me prend je sais plus combien de temps, mais voilà, j'arrive à retrouver le sentier, quoi, en fait. Et là, je récupère, je suis quand même pas en bon état, et puis surtout, voilà, on est quand même à peu près à 3 jours de marche du prochain village. Donc là, l'objectif est d'atteindre ce village qui s'appelle Chamtiang, et où je vais sans doute pouvoir être secouru. Alors entre-temps, on dort dans la jungle, dans la forêt. On a trouvé un abri, même la première nuit. On appelle l'hélico, mais j'ai su après qu'il avait décollé, qu'il nous avait cherché et tout, mais il nous a pas trouvé. C'est trop dense, c'est trop accidenté. Et puis voilà, là je passe des nuits très très compliquées quand même, hein, parce qu'avec les c'est très douloureux. Tu souffres atrocement? Alors en fait, je pense que je mets la souffrance quasiment de côté, puisque j'ai pris l'équivalent de 2 Advil pendant les trois jours où je suis resté avec les 2 bras cassés et les jambes à vivre. Ouais, c'était pas. Mais bon, c'est vrai que voilà, je sais que maintenant l'objectif c'est vraiment d'atteindre ce village et de pas y rester. Alors ensuite, voilà. Tu as la possibilité, pardon Sylvain, je t'interromps, mais tu as la possibilité de prévenir, toi, au-delà des secours locaux. Est-ce que tu as prévenu des gens en France de la situation dans laquelle tu étais? Alors, échanger? Alors j'avais déjà appelé en fait mon contact en France qui était l'attaché de presse de Terre d'Ave, Marion à l'époque. Déjà là, quand je m'étais cassé un bras, quoi, en fait, hein, donc j'avais dit que c'était quand même compromis, que j'allais essayer de redescendre et tout, donc elle était déjà prévenue qu'il y avait eu un problème. Je pense qu'elle avait prévenu mes parents aussi parce que j'ai su ma mère était plutôt au 36e dessous aussi.
Voilà. Et puis ensuite, bah là, du coup, moi, je pouvais plus utiliser mon téléphone satellite parce que bah, pas de bras, pas de chocolat, et puis pas de téléphone non plus, quoi. Hein. Et Pas de bras et pas de poste sur ton blog aussi, ça elle a dû te ah disputer. oui, Ouais, impossible de faire bah le carnet de bord à 100 là bras. c'était ouais, bah là de toute façon depuis le début Bien sûr, du chemin, je pouvais pas trop bien sûr, communiquer, bien j'avais sûr. pas de mais bon, voilà, je donnais quand même des nouvelles par téléphone satellite et puis là je pouvais plus heureusement bah mes compagnons de route japonais avaient disposé également de ces moyens-là, donc ils avaient prévenu les secours, c'était eux qui s'en chargeaient puisque moi je pouvais plus utiliser les bras. D'ailleurs bon, heureusement, je pouvais plus rien faire quoi finalement, hein. On me donnait la béquille, on m'aidait à tout faire. Tu abandonnes vite pas mal de ta fierté évidemment, et puis en même temps voilà, ils étaient heureusement qu'ils étaient là puisque finalement bah, les 3 jours suivants ils m'avaient encordé, donc il y avait toujours un japonais devant, un japonais derrière moi parce que dans les descentes très fortes avec les bras en moins je pouvais quasiment pas contrôler. Bon, il m'encourageait beaucoup, hein. Je me souviens que Typhoon, il me disait toujours You're very strong. C'était, je me sentais pas très très fort pourtant à ce moment-là, mais j'avais quand même cette volonté, ouais, de continuer à avancer parce qu'il le fallait. Et en même temps, c'était des terrains très compliqués. Je me souviens aussi avoir eu des moments quand même difficiles, notamment une traversée de torrent. Bon, il y avait un tronc d'arbre qui traversait au-dessus d'un torrent. Le torrent, il était très très fort. J'avais vraiment aucun droit à l'erreur, et en même temps là je pouvais passer on pouvait passer que un par un, et donc là ouais c'était pas long, hein, ça devait faire 5 mètres, mais franchir ce tronc d'arbre avec Sans les deux bras bras valide, cassés, voilà, c'était et je savais que là j'avais à ton destin nouveau t'appartient plus là, ouais. non j'avais pas droit à l'erreur. Et ouais, je me souviens avoir pleuré arrivé sur l'autre rive, voilà. Et puis bon voilà, mais heureusement mes compagnons de route, mes sauveurs en fait, hein, m'ont soutenu jusqu'au bout, et puis on a réussi à arriver dans ce fameux village qui était un tout petit peu plus reluisant, on va dire, que Toudam, hein. Mais ça restait un village du bout du monde, hein. Mais bon, il y avait quand même une école, il y avait quand même des choses comme ça. Je me souviens avoir passé une nuit très 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 inconfortable à l'école, dans l'école, là, sur une table d'école. Et puis ouais, on est un peu dans ces moments-là, on redevient quasiment comme un bébé, quoi. Je me souviens avoir réveillé mes compagnons de chambrée parce que ils avaient fermé mon sac de couchage bien à fond, alors comme s'il était prévu pour des températures très très basses. J'ai étouffé complètement là-dedans, puis je pouvais absolument pas l'ouvrir, et puis bon voilà, avec la douleur aussi, enfin c'était terrible. Et heureusement bah du coup le lendemain matin on a pu faire intervenir les secours. On a fait, voilà, ils avaient balisé une piste d'atterrissage improvisée dans la cour de l'école, et puis l'hélico est arrivé, il est sorti des nuages qui étaient pas évidents, les conditions météo étaient limites, et je vois l'hélicoptère arriver, et je me dis enfin je vais pas ma vie va pas s'arrêter là. Et puis je le vois faire demi-tour parce que Ça aurait été trop j'avais beau. pas vu, soit voilà. Et là j'ai un peu pété un câble, et puis finalement bah, Typhoon les a rappelés au téléphone satellite, et en leur disant non, faut venir et tout, vous pouvez atterrir, et ils sont venus me chercher, et puis là bah voilà. Et là, c'est presque le plus angoissant maintenant, enfin, un élément de plus en tout cas, c'est l'idée de se faire opérer à Katmandou. Ouais, alors là à ce moment-là je le savais pas, je savais qu'on allait me rapatrier sur Katmandou, hein, a priori. Donc voilà, je monte dans l'hélico. Il y a une très vieille dame. Enfin, je sais pas si elle était si vieille que ça, hein, parce que les conditions marquent les visages dans ces coins-là. Mais elle me donne une énorme courge qu'elle met dans l'hélico, un peu comme une curieuse offrande. Et puis bon, j'agite la main droite que j'arrivais quand même à bouger encore un peu, alors qu'elle était quand même cassée 2 fois, pour dire au revoir à mes sauveurs, les japonais népalais, et puis l'hélico décolle, et donc là je me fais on fait plusieurs stops, hein, puisque c'est assez loin à Katmandou. J'ai un très très beau voyage en hélico, hein, dont je profite évidemment à fond, mais non pas vraiment, mais par contre c'est très impressionnant parce qu'on survole vraiment l'Himalaya. C'était un truc assez dingue, et puis on arrive quand même à Katmandou, et là je vais dans une ambulance où d'ailleurs je suis pas attaché et tout, j'ai bien angoissé d'ailleurs là dans l'ambulance aussi, parce que c'est quand même un peu sport, et Ce serait j'ai dommage que ça toujours pas s'arrête les là. bras, quoi. Ça serait quand même voilà. Et puis j'arrive dans un hôpital tout neuf, en fait. Je suis le premier patient, Patient zéro. et ouais, quasiment, enfin patient étranger à être soigné là. Donc pour eux c'est un peu un test aussi, ça s'appelle le Vayoda Hospital, et ça se révèle être un super endroit où
je suis vraiment bien pris en charge, bien bichonné. Alors là, on me dit tout de suite qu'il faut que je me fasse opérer à Katmandou. Donc, c'est un peu angoissant parce que, voilà, il y a toujours un petit risque. Voilà. C'est pas le scénario idéal, en tout cas, si on a le Non, choix. sur le papier, non. Et puis finalement, C'est pas celui que t'avais en tête. Ouais, moi, je leur ai dit, non, mais moi, je peux reprendre un avion puisque j'ai quand même marché, en tout, j'ai marché 7 jours avec au moins un bras cassé et 3 jours et demi avec les 2 bras cassés. Donc je me dis, je suis quand même capable de remonter dans un avion et d'aller jusqu'en France. Et puis là, on me dit non, pour des questions d'assurance, vous êtes obligé de vous faire opérer ici. Donc je dis ok, banco. Et puis je me fais opérer dans ce Rayoda Hospital et finalement il se révèle être un excellent chirurgien parce que mes fractures étaient quand même très compliquées. En plus, elles avaient déjà quasiment 10 jours au moment de l'opération. Donc c'était très près des nerfs et j'aurais vraiment pu perdre les bras. C'est ce qu'on m'a dit, ce qu'on a confirmé quand j'ai été suivi ensuite à Lyon à la clinique du bras. Le gars qui me suivait me disait mais vous êtes même pas tombé sur un bon chirurgien, vous êtes tombé sur un super bon chirurgien parce que sinon vous perdiez les 2 bras à coup sûr. Et là il a fait un travail exceptionnel. Il m'a dit on voit qu'il avait une grosse expérience de ce type de traumatisme aussi. Donc voilà, je remercie aussi le Vayoda Hospital et puis je suis resté 10 jours à l'hôpital à Katmandou, avec pas mal de visites. Heureusement, j'avais beaucoup d'amis qui y passaient. Ça m'avait quand même bien rasséréné. Puis ensuite, j'ai pu rentrer en France et puis reprendre le cours de ma vie après une petit moment de convalescence. J'étais très très fatigué en rentrant. Ça, c'était tout qui. La redescendre. Et c'est un souvenir qui a hanté tes nuits pendant longtemps. Est-ce que tu as revécu cette scène de multiples reprises ou est-ce que tu as réussi à très vite te reprojeter dans autre chose? La dernière chute, la chute où j'ai vraiment failli, je m'en sors bien en me cassant les 2 bras finalement. Je la revois encore assez souvent. Enfin, elle est dans mon esprit. Ouais, ça a dû quelques cauchemars aussi. Et puis quand même, ouais, c'est quelque chose auquel j'y repense assez souvent. Évidemment, de moins en moins. C'est de plus en plus lointain, mais j'y repense quand même. Mais même si je garde quand même de cette expérience, plutôt finalement un sentiment positif malgré tout, même si ça a été des moments difficiles. Et puis surtout il y a eu l'après aussi, il y a eu l'épilogue puisque j'avais déjà le projet, de faire le chemin des 88 temples sur l'île de Shikoku, qui est un peu un Saint-Jacques japonais, c'est un chemin de pèlerinage à la base, et qui reste un chemin de pèlerinage très actif au Japon, où il y a vraiment une dévotion aussi sur ce sentier. Et dès que j'ai rencontré ces Japonais, j'ai dit peut-être l'an prochain je voudrais faire ça et tout. Et puis ils me regardent et puis ils me disent écoute, c'est nous on est de cette obédience de bouddhisme là, Shingon. Donc c'est une bonne idée, etc. Viens. Puis après je m'étais promis de venir au Japon pour faire ça, et du coup le printemps suivant je suis allé à Osaka et Typhoon m'attendait à l'aéroport et voilà, et je suis resté 3 mois en tout au Japon. J'ai accompli ce chemin des 88 temples, un peu pareil dans cette mode relativement rapide, tout en profitant quand même vraiment à fond de l'expérience de cette découverte du Japon traditionnel, de ce chemin pavé de temples, il y en a 88, on fait une kora, comme dans le monde bouddhiste, on tourne en rond, comme une mandala. Et puis tout le reste du temps, Typhoon s'est vraiment occupé de moi comme si j'étais son fils. C'était vraiment une expérience forte aussi, d'être logé aussi chez lui, parce que finalement les Japonais accueillent assez peu chez eux. Et ça, c'était une grande découverte. C'était quelqu'un de très généreux, un Japonais très original aussi, un peu en marge du classique japonais qui ne pense qu'à son travail. Lui, il était imprimeur, mais il avait tout ce temps où il partait en expédition. Son épouse était assez accommodante. Il me disait toujours quand je suis en expédition, wife very happy, avec ses amis, tout ça. Mais bon, j'ai vraiment pu aussi rentrer dans le quotidien de ce Japon intime. Je m'étais arrêté aussi chez un ami de Typhoon qui était moine bouddhiste, dans un petit temple bouddhiste, un zen, pour le coup. J'avais été initié à la méditation zen, C'était aussi une expérience sur le sentier. C'était vraiment très très enrichissant, et ça m'a beaucoup marqué. Puis c'était aussi
une façon de rendre hommage à mon sauveur, hein, auquel je pense souvent aussi. Hein. Malheureusement, il est décédé d'un cancer l'année suivante, hein, à 72 ans. Et je pense toujours beaucoup à lui parce que c'est vraiment grâce à lui et à ses compagnons de route que je suis encore là. Et puis maintenant ça va faire 11 ans. Et quand même, les 11 années suivantes ont été chouettes. Donc, ça aurait été dommage que ça se termine là. Jusqu'à justement, voilà. ce podcast de course épique est quand même le Graal absolu. Exactement. Qui valait à lui seul le coup d'être vécu. Tout à fait. On avait les mots de la bouche, je suis ça, sûr. Guillaume, bah oui, c'est quand même voilà. Maintenant, bon, mais voilà, c'était un peu cet épilogue heureux et cette rencontre qui m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, c'est du coup maintenant un épisode de ma vie que j'envisage vraiment sur ces 2 temps, le temps de l'accident, du sauvetage, de cette expérience quand même vraiment, on va dire proche de la mort, parce que je suis vraiment pas passé loin. Je suis pas passé loin non plus à la fois de la mort, hein, dans la deuxième chute, ensuite du handicap, hein, puisque c'était quand même pas complètement gagné que je garde les bras, donc c'était quand même quelque chose il y a beaucoup de chance aussi autour de cette histoire finalement. Énormément de chance, et du coup ma bonne étoile peut-être, mais vraiment énormément de chance, et j'en suis conscient aussi. J'ai pas retenté non plus le diable, hein, ça a changé des choses. T'as adapté ton comportement ou tes envies alors c'est vrai que je suis quand même retourné en montagne, je suis quand même refait beaucoup de choses, même des choses seules. Après, quand je sais que c'est vraiment dangereux, j'évite de partir seul, parce que ça, c'est vraiment un élément prégnant. Après, bon, il peut toujours arriver malheureusement un accident, hein, ça c'est voilà. Mais j'essaye quand même de prendre moins de risques, hein. C'était pas non plus forcément mon plaisir au départ, hein. Je suis pas forcément quelqu'un qui aime le risque objectif, quoi, hein. Mais là je l'ai affronté, c'est sûr. Et oui, ça m'a fait évoluer sur quelques petites choses. J'ai aussi peut-être, j'apprécie encore davantage ces chemins un peu de sérénité que j'ai pu accomplir aussi ensuite, hein, sur d'autres voies jacquaires, sur d'autres anciens pèlerinages. Même si j'ai aussi beaucoup de plaisir à faire des grandes randonnées en montagne, à passer des très beaux cols aussi, hein, mais bon, la sécurité est relativement ancrée quand même dans mon esprit. Même si après voilà, j'ai jamais dû affronter des terrains aussi dangereux que ceux auxquels j'ai été confronté sur ce Great Himalaya Trail. Est-ce que tu as le sentiment que les choses auraient pu être différentes, ou est-ce que c'est vraiment finalement l'histoire un peu d'une fatalité et puis de l'imprévisibilité qui est inhérente à ce genre d'aventure? Est-ce que ça aurait pu être différent, ou de toute façon c'est inanticipable, et tu t'es pas dit que peut-être, hormis la gestion solitaire de la course, est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses qui auraient pu être mises en œuvre pour limiter en tout cas le risque, sans dire qu'il n'existe pas, mais... Alors après c'est vrai que il y a une part à la fois de malchance et de chance, hein. J'aurais aussi bien pu ne pas tomber, en fait, tout simplement. Ça se joue à pas grand-chose. Alors peut-être voilà, j'aurais pu avoir un pied encore plus sûr, bien sûr. J'aurais pu ne pas glisser ou retomber mieux sur la première chute, qui était un peu bête, hein, finalement. Sur la deuxième, ça aurait très bien pu tenir et j'aurais pu passer, que ça s'écroule juste derrière moi. Enfin, il y aurait eu plein de choses, mais ça fait partie des aléas. Et après, ouais, j'aurais aussi pu me dire, bah non, c'est trop dangereux, tu le sens pas vraiment, n'y va pas. Ça, c'était quand même aussi quelque chose que j'aurais pu me dire à l'époque, et que j'avais le sentiment que j'allais un peu trop loin dans ce projet-là, que c'était compliqué, quoi. Et ça, j'avais ce sentiment quasiment dès le début, même à la toute fin de la préparation à Katmandou. Je savais bien, tu vois, je savais aussi que Nisi avait failli rester l'année d'avant. Alors elle l'a retenté depuis, hein, d'ailleurs. Mais bon, je savais que je m'aventurais sur une zone de grand inconfort, en fait. C'est une question classique du podcast. S'il y avait une image à retenir de ce GHT, quelle serait-elle? Bah écoute, celle que je retiens sans doute le plus, c'est peut-être quand je m'installe dans l'hélicoptère, il y a tous mes amis japonais et népalais autour, qui sont très contents aussi, voilà, d'avoir
d'avoir porté un secours, c'est vraiment aussi cette solidarité de la montagne, voilà, de prendre aussi beaucoup de temps sur leurs propres projets pour me secourir et ils sont presque aussi heureux que moi, enfin et je pense même aussi heureux que moi que de m'avoir permis de survivre et ça c'est voilà, c'est l'image que je retiens, mon adieu à toute cette équipe que voilà, et que je m'envole ensuite vers d'autres cieux. Est-ce que tu es prêt à y retourner un jour ou est-ce que là, Ouais, c'est terminé le Népal? Parce que c'est une vraie question alors aujourd'hui, ouais, est-ce que dans d'autres circonstances, tu pourrais y aller? oui, je pense. Hein. Après, il y a un peu un travail. J'y suis pas retourné depuis. Alors, j'ai pas ni provoqué l'occasion, ni vraiment d'occasion d'y retourner. J'aurais sans doute pu, hein, j'aurais pu le faire. Je suis retourné en montagne, hein, dans les Alpes, hein, essentiellement. C'est quand même pas tout à fait la même dimension. Mais je pense que je pourrais, mais plutôt pas je retournerai pas spécialement sur les lieux de mon accident, hein, c'est pas forcément, mais refaire un beau trekking au Népal, oui, avec plaisir et intérêt, même si bon, assez loin, c'est tout ça, mais c'est quelque chose qui maintenant, en tout cas, est tout à fait possible pour moi, et voilà. Et je retournerai aussi bien au Japon aussi pour rendre hommage à Typhoon aussi. C'est dans mes projets aussi, à très long terme, hein, pas forcément tout de suite. Merci beaucoup Sylvain. On tourne la page, on ferme la page de ce GHT que tu as partagé avec nous. On va se parler très brièvement de la suite. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets d'écriture, tes projets sportifs pour 2023, ou tes aventures en tout cas, de quoi va être faite cette année? Bah écoute, alors elle va être faite de mon quotidien de jeune vieux papa. Hein, ça joue quand même beaucoup. Ça va limiter forcément un petit peu mes déplacements, même si j'ai quand même des projets de reportage. Alors pas mal, bah, évidemment, puisque c'est aussi mon métier. Alors je pense des reportages assez proches, hein, sur des petits voyages à vélo en France, en Suisse. Enfin, j'espère. Rien n'est encore complètement en place. Hein. Je sais que je vais aller sur Formentera, découvrir les sentiers là début avril. Ensuite, bon, projet d'écriture. Alors j'ai évidemment Wider, hein, qui est mon travail au quotidien. Il y a six numéros à faire produire dans l'année. J'ai un nouveau magazine de voyage à vélo qui s'appelle Échappée. Donc là, je vais en rédiger deux numéros. Donc ça va me prendre aussi pas mal de temps. Puis en termes d'écriture, là, je suis en train d'écrire un beau livre qui suit un peu la collection que j'ai entamée chez Glénat, qui va s'appeler France Terre de Trek. Hein, donc ça va être une trentaine de treks, grandes randonnées à travers la France, hein, alors beaucoup sur les massifs, mais aussi un petit peu sur nos côtes, etc. Donc vraiment, voilà, l'idée de partager des beaux sentiers dans un bel ouvrage. Là, j'ai 3 livres aussi qui sont à paraître au mois de mai, hein, voilà, que j'ai déjà quasiment terminé, mais ils vont paraître au mois de mai. Hein, je vais les citer. Ça s'appelle Les plus beaux endroits pour faire un trek. Ça, c'est chez Grund. C'est vraiment un beau livre d'inspiration avec des belles images. La France à vélo au fil de l'eau, c'est 20 itinéraires de vélo sur les côtes, le long des rivières, le long des canaux, à travers la France. Ça, c'est chez Vagnon. Et puis 60 micro-aventures autour de Paris, Lyon, Marseille. Moi, j'ai 2 co-auteurs pour Lyon et Marseille, et j'ai écrit 20 micro-aventures autour de Paris. Ça, c'est chez Glénat. Et puis voilà, donc il y en aura d'autres. J'ai pas mal d'autres projets en cours aussi. Hein, donc j'ai bien C'est vrai que ça fait occupé. pas assez de choses, ça, ouais. Non. Et puis T'as pas assez de voilà. quoi t'occuper. En termes de sentiers, bah j'ai quand même quelques projets de sentiers à découvrir en France, en Suisse, en Italie. Peut-être là j'ai un projet de grand reportage, je sais pas si je vais le faire cette année parce que ça va me prendre du temps quand même sur l'île de Terre-Neuve au Canada, voilà, mais qui est une île qui me semble très intéressante. Il y a l'air d'y avoir des beaux sentiers, en plus il y a de l'histoire de France là-bas, donc ça m'intéresse aussi. Et puis peut-être aussi j'aurai le plaisir de retourner en Crète. J'ai fait un beau travail sur des tout nouveaux sentiers de randonnée en Crète qui est encore en cours. Sylvain, c'est la dernière question de ce podcast. C'est un classique, tu le connais, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nous? Eh ben écoute, je suis pas très fort en devise, mais Formule-la avec tes mots.
Ouais, non, mais après moi c'est ce qui me caractérise aussi un peu. Je pense à la citation de Stevenson qui dit qu'il aime voyager pour voyager, qu'il aime marcher, qu'il aime sentir le granit sous ses pieds. Voilà, cette idée un peu de rentrer en connexion avec les éléments, avec la force tellurique et de rentrer en harmonie aussi dans le mouvement. C'est vraiment c'est un peu la démarche que j'ai à travers toutes mes marches, toutes mes courses. C'est un peu essayer d'entrer comme en résonance. C'est comme une musique. Avec le paysage, et c'est vraiment ça qui me plaît le plus presque dans mes randonnées. Voilà, c'est un peu le fil conducteur de ma démarche, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment effectivement un mantra complètement. En tout cas, on peut pas finir de façon plus poétique cet épisode. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Guillaume. Merci d'avoir partagé avec nous cette course qui a été, cette aventure en tout cas qui a été si intense et puis si glaçante par moments, et puis finalement qui est, je trouve, porteuse de beaucoup d'espoir et de cette idée que la vie, elle peut aussi très bien faire les choses, et quand bien même on a le sentiment que la situation est parfois désespérée. Donc, merci infiniment pour nos échanges haletants et puis la douceur et la sagesse avec lesquelles tu nous as amenés avec toi sur les sentiers népalais. Je te souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Elle est riche de projets, on l'a entendu, et de t'accomplir avec ta belle vie de famille aussi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, c'était très très sympa. Et puis voilà, on va se revoir peut-être à l'UTMB, comme on s'est croisé brièvement l'année dernière. Donc il y a des chances que fin août on se croise du côté de Chamonix. Bien sûr, ou peut-être même avant. Espérons-le. Voilà. Ça marche, Guillaume, avec plaisir en tout cas. À très bientôt, Sylvain. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.